Ouais, bon, on va se demander avec vous comment sublimer le malheur, hein, puisque c'est votre travail de psychiatre. Et puis ça transparaît bien dans ce livre, parce qu'on voit, les psychiatres, vous êtes en gros, vous êtes beaucoup des stressologues, hein, en train de soigner le stress, le malheur, etc. Et des personnes qui souffront nous-mêmes. Oui, bien sûr, et on prend ça très au sérieux. Très au sérieux. Oui. Et voilà, on a le droit d'être joyeux aussi. Moi, je sais pas, j'ai lu vos livres, j'essaie d'être joyeux. Alors, repensez chaque soir à 3 bonnes choses. Oui. Ça, c'est une de vos recettes. C'est un exercice central. Il présente l'inconvénient et la force de tous les exercices de psychologie positive. Vu de l'extérieur, ça paraît niaiseux. Je dis, voilà, je m'endors le soir, je prends ça 3 trucs. Bon. En réalité, c'est ce qu'il fait, Frédéric Lenoir. Regardez, ça lui réussit bien, là. Il est quand même, bien sûr, il est joyeux, ça réussit. Hein. Chaque fois qu'on étudie ce que ça donne lorsque les gens le font vraiment, on s'aperçoit de tout un tas de choses. On s'aperçoit d'abord que ce n'est pas facile. Essayons tous, autant si ça nous intéresse en tout cas, pas d'injonction, pas de contrainte, de Géraldine, elle voudra pas. Pendant 15 jours. Vous allez Mazarine non plus d'ailleurs, à mon avis, c'est pas un bon public là. Géraldine, je crois pas. Mais qu'est-ce que vous en savez? Alors, racontez-les. Non, mais très ça me passionne en tout cas. On lâche le truc parce que le soir, on préfère lire les lectures qu'on a en retard, on préfère travailler sur des projets, ressasser sur les choses qui n'ont pas marché. En réalité, avoir l'humilité de se dire, ok, même si ça a été une mauvaise journée, une journée compliquée, une journée difficile, il y a forcément eu 3 petits trucs qui m'ont donné l'énergie. Et c'est quoi ces bonnes choses alors? Ça peut être quoi par exemple? Ça peut être le soir en sortant de l'hôpital de Sainte-Anne, j'ai levé la tête et le ciel était fantastique. Et là, au lieu de me dire le ciel est fantastique et d'enfourcher mon vélo et de partir, je m'arrête, je respire, je me sens vivant, je décroche de mes pensées et je fais descendre cet instant de bonheur dans toutes les cellules de mon corps. C'est très transcendentaliste, ça. Oui, hein, c'est du Henri David Thoreau dans le texte. Entre autres. Ouais. Je laisse ce bonheur s'incarner dans mon corps sans forcément y mettre de mots, de jugement, de qualification. C'est la petite feuille, c'est l'herbe, c'est la fleur. C'est la présence au monde. C'est la présence au monde. Et en ce sens, ce que disait Frédéric est capital, effectivement. Le bonheur, le plaisir, toutes ces émotions positives, leur puissance est décuplée, leur saveur est décuplée si nous nous arrêtons et si nous nous rendons présents. C'est peut-être la plus grande des recettes. Alors, deuxième recette, parce que vous êtes le Beethoven de la méditation, ou le Bach de la méditation. Deuxième recette, il faut méditer régulièrement, vous dites. Oui, il faut. Nous pouvons. Ceux qui souhaitent... Non, mais c'est pareil. Peut-être pas mesdames, enfin, nous, on peut essayer. Oui. Ceux que leur bonheur intéresse, ceux qui souhaitent se rendre heureux et rendre plus heureux autour d'eux, ont intérêt à essayer de voir ce que donne la méditation. La méditation, c'est un truc très simple qui revient à ce qu'on disait à l'instant. Je m'arrête et je me rends présent à ce qui est là, à tout ce qui est là. Et ce qui est fabuleux, vous savez, c'est que dans les études que nous faisons sur les personnes à qui nous apprenons à méditer, quand on apprend aux gens à méditer, ce n'est pas de la psychologie positive. On ne leur dit pas « soyez heureux, soyez contents, réjouissez-vous ». On leur dit juste régulièrement « mettez-vous en contact avec le réel tel qu'il est ». Ses côtés harmonieux, ses côtés disharmonieux, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il suffit de traverser ses journées et son existence en étant présent pour que suffisamment de joie, de bonheur, de plaisir, par capillarité, on a ouvert un espace, si ça remonte, arrive à notre esprit, à notre âme et à notre cœur. Et ça, c'est le miracle de la méditation de pleine conscience. Troisième recette, il faut essayer de rejoindre, dites-vous, toujours une communauté en prière, prier avec elle, quoi. Prier ensemble. C'est le lien social. Le lien social, l'homme est un animal social, on est des minables. Biologiquement, on est des minables, on n'a pas de griffes, on n'a pas de cornes, on n'a pas de carapace, on dans la nature isolée. On a appris la semaine dernière qu'on était des gribouillis. Oui, isolés, nous ne ferons pas grand-chose de bien, à la fois matériellement, concrètement, mais aussi psychologiquement. Notre cerveau a besoin du cerveau des autres, nos émotions ont besoin des émotions des autres. Et c'est pour ça que toutes les quêtes du bonheur exclusivement centrées sur la satisfaction de nos besoins, de nos attentes ou de nos désirs sont des impasses extrêmement vite, extrêmement rapidement. Nous devons, lorsque nous réfléchissons et travaillons à notre propre bonheur, intégrer ces notions de gratitude, ces notions d'altruisme, faute de quoi le moteur va très rapidement manquer d'essence ou tourner à vide. Nous aurons un goût de vide dans la bouche et dans l'esprit. Alors, Christophe André, je vais vous laisser maintenant entre les mains de Géraldine Mühlmann et vous avez de la chance. Je n'ai aucun mépris, en tout cas, pour ce type de travail sur soi que vous évoquez pour essayer d'aller mieux. Alors, j'ai lu le texte qui introduit ce volume que vous publiez et vous rendez hommage à Freud. Vous êtes psychiatre et vous dites à quel point la lecture des œuvres de Freud vous a marqué quand vous étiez plus jeune.
Et c'est vrai qu'il y a une sensibilité à la souffrance des humains qui est extraordinaire chez Freud et une envie de les soulager au maximum. Alors par ailleurs, vous êtes très énervé par et on peut vous comprendre franchement, par on va le dire vite, une psychanalyse lacanienne un peu dogmatique et froide, mais ça ne vous empêche pas, c'est votre spécificité, d'avoir un rapport, dites-vous, à Freud, et je pense qu'on peut l'entendre. Une dette, bien sûr. Mais alors du coup, voilà, je vais me permettre de vous poser cette question. Il y a quand même quelque chose dans votre démarche qui est très éloigné de Freud, et notamment du Freud de la dernière partie de sa vie, qui est véritablement obsédé par une question qui sans doute l'empêche, lui, d'être assez heureux, et qui le rend assez sceptique sur le bonheur des humains. Non, pas du tout. Pas du tout. Justement, je pense que la question centrale... Tout est sexe. Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'à partir des années 20, la question centrale chez Freud est celle de l'agressivité. Et l'agressivité des humains, les uns vis-à-vis des autres, et l'agressivité vis-à-vis de soi, donc le caractère destructeur des hommes et autodestructeur. Évidemment, c'est un vrai problème, quoi, par rapport à l'objectif du bonheur. Oui. Et j'ai l'impression, qu'en vous entendant, et encore une fois, sans aucun mépris pour les choses que vous dites, pas du tout. Mais non, parce que tout à l'heure, on s'est fait accuser d'avoir du scepticisme, etc. Je trouve juste que là, ce que vous dites n'a plus rien à voir avec l'état d'esprit de quelqu'un comme Freud. Oui, mais je ne vois pas où est le problème. C'est-à-dire, Freud tout le monde n'a pas besoin d'être freudien aussi. Je voulais juste, on a le droit d'être autre chose. Mais est-ce que c'est clair ce que je dis, non ? Puisque vous disiez que vous aviez une dette forte, et je ne la nie pas, je voulais juste que vous nous disiez qu'à un moment donné, c'est vrai, vous êtes dans une autre démarche que celle de la psychanalyse, indépendamment des comptes que vous réglez avec certaines formes de psychanalyse. En général, vous êtes dans autre chose. Vous pouvez très bien avoir une dette avec quelqu'un et de la gratitude pour quelqu'un, tout en désapprouvant par la suite ce qu'il a dit, fait ou écrit, et pour une bonne part de son œuvre. Pour vous, l'agressivité n'est pas une question centrale ? Pardon ? La question de l'agressivité n'est pas une question centrale et problématique ? À mon avis, pas comme Freud l'a décrit. Freud voyait l'être humain comme un personnage d'abord profondément, primitivement agressif, et a sous-estimé de manière considérable notre fibre altruiste. De récents travaux, de récentes réflexions sont en train de remettre profondément en question vous voyez l'état du monde. Je vois l'agressivité est quand même flagrante. L'état du monde n'est pas une preuve suffisante. L'état du monde n'est pas une preuve suffisante. On peut aussi, à contrario, montrer que depuis que le monde est monde, il y a quand même, malgré tout, de moins en moins de violence. Il y a quand même, malgré tout, de moins en moins d'agressions, homicides. Par chaque année, toutes les personnes qui tiennent le compte des horreurs, des violences... Oui, le 21e siècle a mieux commencé que le 20e siècle. Si mais enfin, c'est pas la comptabilité qui va prouver oui, mais ça a mieux commencé quand même. En tout cas, elle remet en question cet argument qui est de dire « regardez l'état du monde », ça prouve à quel point Freud avait raison en disant « l'humain est profondément et originellement agressif ». J'ajouterais juste une chose, surtout que l'état du monde n'est pas le spectacle médiatique du monde. C'est-à-dire quand vous voyagez dans le monde, y compris dans plein de pays pauvres, vous voyez un tas de gens qui sont plutôt heureux, épanouis, qui vivent en harmonie. Il n'y a pas que de la guerre, que de la violence partout. Ça, c'est évidemment la perspective que nous voyons dans les médias, qui est normale. Et on est là pour nous dire ce qui ne va pas et pas ce qui va bien. Mais il y a quand même beaucoup plus d'individus qui sont bien dans le monde que d'individus qui vont mal. De toute façon, je crois qu'il est très difficile justement de comptabiliser le bonheur ou de le comparer à la somme de malheurs dans l'histoire. On peut tout aussi bien dire que le XXe siècle a été extraordinairement beaucoup plus violent que le XIXe. Par conséquent, il n'y a pas d'évolution vers le progrès de ce côté-là. Moi, ce qui me frappe dans ce type d'analyse, c'est plutôt l'absence du terme, et peut-être est-ce dans le livre, c'est pour ça que je vous pose la question, de aussi ce qui fait quand même la caractéristique humaine moderne, c'est-à-dire la liberté. Et la liberté n'est-elle pas, selon vous, aussi quand même un obstacle, mais un obstacle pour le coup positif à cette recherche de bonheur, parce qu'après tout, la liberté, c'est ce qui fait que nous sommes autre chose, plus, davantage, et je dirais tant mieux que notre recherche de quiétude, de joie, de rapport positif au réel. Qu'est-ce qui serait fait de grand dans le monde si tout le monde n'avait recherché que la satisfaction et le bonheur ? Je ne crois pas grand-chose. Bien sûr, mais là encore, je pense que ce débat est biaisé. C'est pas gentil pour Frédéric Lenoir, qui fait quand même des livres qui marchent très bien. Je parle des grandeurs historiques et politiques, pas des livres. Le débat est biaisé avec le bonheur dès qu'on est soit dans la hiérarchie, le bonheur est moins bien que la joie, etc., soit dans l'exclusivité. Il y a, et Frédéric le disait, je crois tout à l'heure, d'autres objectifs que la recherche du bonheur. Il y a effectivement l'aspiration à la justice, l'aspiration à la bienveillance, à la gratitude. Donc le bonheur n'est pas un objectif exclusif qui a écarté tout le reste. On peut parfaitement souhaiter être heureux, être conscient de la violence du monde. Et ce
qui est intéressant par contre, c'est qu'on s'aperçoit que le bonheur est une force. Lorsqu'on fait des tests en psychologie sociale, où on regarde, après avoir induit de la bonne humeur, qui n'est pas forcément du bonheur, mais quand même des émotions positives chez des volontaires versus les mêmes volontaires ou des gens comparables chez qui on a induit des émotions négatives, on s'aperçoit qu'ensuite, quand on les met en situation d'aider d'autres personnes, ceux qui sont de bonne humeur aident plus facilement que ceux qui sont crispés dans le ressentiment, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bonheur peut aussi être une arme pour changer le monde et non pas une sorte d'opium moderne du peuple qui ferait qu'on ne s'intéresse plus à ce qu'il y a autour de nous. Eliade Abécassis. Je crois que le problème de la réponse comportementaliste et cognitiviste à la question du malheur, c'est-à-dire la réponse qu'apportent les TCC, théorie comportementalo-cognitiviste au bonheur, ressemble un petit peu à un dressage de l'homme et en fait de le mettre mais quand même ça, dans 20 des ans, cases. vous êtes très gentil, mais ce débat est clos depuis 20 ans. Mais il n'est pas clos parce que je trouve que dans votre livre, Les psys se confient, on a l'impression qu'il y a une réintroduction de la subjectivité et effectivement presque de la psychanalyse parce que chacun explique qu'il a eu un traumatisme dans son enfance et qu'il a cherché. Oui, non, mais qu'il a cherché. Est-ce qu'on n'est pas en train, heureusement, de réhumaniser le comportementalisme? Vous n'avez même pas réussi à lui faire perdre sa bonne humeur, hein, vous avez vu? Non, mais alors écoutez, je vais vous dire, je vais essayer d'être simple, mais c'est très important ce que vous dites. Je crois que le débat est très actuel, parce que les théories, les TCC sont vraiment dominantes et elles sont vraiment en train d'enfermer l'homme dans quelque chose qui ressemble vraiment à des cases. Quoi. Réponse de Christophe André. Alors, réponse. Premièrement, les TCC ne sont pas plus du dressage des patients que la psychanalyste n'est une sieste du thérapeute. Les clichés, il y en a marre. La psychanalyse, le type raconte sa vie et le thérapeute dort, fait ses mots croisés, remplit sa fiche d'impôt, caricature. Les TCC, je dresse mes patients comme un montreur d'ours, on peut jeter ça à la poubelle. Ça fait des décennies qu'on ne fonctionne plus comme ça et qu'il ne faut pas en rester à ces clichés. Premier point. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a eu une évolution très profonde dans les deux sens. Les psychanalystes, en dehors de quelques personnes extrêmement raides, ont compris que la psychanalyse ne répondait peut-être plus sous sa forme historique aux besoins de notre société. Les patients changent, le monde change et les thérapies doivent changer. Les comportementalistes ont compris leur manque. Les comportementalistes ne sont pas des idiots, pas plus que les psychanalystes. Ils ont compris ce qui manquait à leur façon de soigner et comme vous l'avez parfaitement repéré dans ce livre, ils sont en train d'enrichir tout ça en travaillant sur les émotions, sur le passé, en intégrant des techniques comme la méditation. Tout bouge et donc pitié, vous qui êtes philosophe et intelligente, ne restez pas accrochés à des vieux clichés comme ça. Et l'inconscient, la possibilité de l'inconscient et de l'influence de l'inconscient. Une forme d'inconscient, l'inconscient cognitif, qui n'est pas tout à fait l'inconscient freudien, mais qui joue un rôle, effectivement. Alors, pour sublimer le malheur, Christophe André, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle la résilience? La résilience, c'est quelque chose de vrai, qui marche. Oui, la résilience, ce n'est pas un outil, ce n'est pas pour sublimer le malheur. La résilience décrit le phénomène du retour possible du bonheur après le traumatisme. Mais de se servir aussi du traumatisme pour retrouver le bonheur. Ouais, l'utiliser d'une certaine manière. Je crois qu'on se sert plutôt des tuteurs de résilience, on se sert plutôt de la vie, on se sert plutôt de l'aptitude à reprendre goût à l'existence. Vous pouvez expliquer la résilience, ce que c'est pour vous? La résilience, c'est effectivement la capacité à ne pas être broyé ou détruit physiquement ou psychologiquement par des événements traumatisants et à rester marqué à vie dans l'incapacité d'aimer, d'être heureux, de faire confiance à autrui. Une personne résiliente, c'est une personne qui, malgré la violence du traumatisme, est capable à nouveau d'aimer, d'être heureuse et de faire confiance. C'est un chantier considérable. Et on n'en est pas toujours capable tout seul, d'où l'importance de ce discours public sur la résilience, en disant ce n'est pas parce que vous avez été violenté que le bonheur vous est interdit, pour connecter ça au sujet d'aujourd'hui. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi en fait, on a besoin du terme de bonheur. Parce que autant la question de l'individuation, de la subjectivation, c'est des questions fondamentales pour devenir un sujet. Fondamentales pour les philosophes. Non, moi, je suis thérapeute. C'est juste une autre terminologie pour dire qu'est-ce que c'est que de devenir un sujet. C'est-à-dire récupérer un minimum de sa liberté. C'est pas bon pour la médecine, hein. Ça ne concerne pas la médecine, ça. Mais alors, en quoi le bonheur est-il concerné par la médecine? Il faut m'expliquer. Le bonheur, c'est un ressenti. À moins d'avoir trouvé le neurone et de travailler... Ouais, c'est pas si simple. C'est pas si simple.
je veux dire, c'est un ressenti, d'accord, mais justement, je trouve, pour revenir à ce que disait Eliade, je trouve qu'il y a quelque chose qui est quand même relativement dangereux à vouloir travailler sur le bonheur qui est un état, subjectif, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'en revient pas à cet idéal de la liberté qui prime quand même la question du bonheur? C'est-à-dire que retravailler sur soi, s'individuer, ça va vers plus de liberté. Mais c'est très bien. Est-ce que ça va vers plus de bonheur? À la limite, mais on s'en fiche. Enfin, je veux dire, c'est une question qui n'est pas intéressante. Pour vous? Mais non, mais pour les patients, pour les patients qui viennent nous voir, elle n'est pas en termes de théorisation, parce qu'on ne peut pas théoriser ça. Autant on peut essayer de penser la liberté, autant comment voulez-vous théoriser le bonheur sans justement, comme on disait tout à l'heure, le récupérer au sein d'un discours politique. Et alors là, il devient très dangereux. Ça me paraît très facile. Je ne vois pas en quoi ce serait obligatoire de théoriser sur le bonheur et d'entraîner automatiquement une récupération politique. De toute façon, regardez, qu'est-ce qui est écrit exactement dans la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique à propos du bonheur? 3 droits fondamentaux et inaliénables de l'être humain. Le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit, non pas au bonheur, mais à la poursuite du bonheur. Les démocraties savent qu'elles n'ont pas à faire le bonheur des citoyens, mais à créer les conditions qui vont faire que chaque citoyen... Donc, tout ça est pensé, une fois de plus, vraiment... Enfin bref, voilà, non, je suis en désaccord avec vous aujourd'hui, sur comme ce on le disait risque. tout à l'heure, effectivement, on a du bonheur sur toutes les têtes de gondole, Coca-Cola vend du bonheur, parce que quand vous buvez de Coca-Cola, vous êtes heureux, Akhenaton chante le bonheur. Alors, c'est du marketing, quoi. C'est la faute au marketing, pas au bonheur. Exactement. Mais sauf que c'est un mot inutile, en fait. Laissez-nous aimer la liberté et le bonheur. Je crois que mais c'est incompatible, Franck, c'est ça le problème. Il faut choisir l'un ou l'autre. Et si en plus il y a de la liberté, c'est formidable. Mais on ne peut pas courir de livres à la fois. C'est pas parce que le mot est dévoyé qu'il ne faut plus l'utiliser. C'est pas parce que le concept est utilisé par le consumérisme. Il faut le dépoussiérer, il faut le renouveler. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on tente de faire. Mais apparemment, on n'est pas assez convaincus. Mickaël Fossel. Oui, c'est-à-dire que si le bonheur est le but de chaque existence, bon, évidemment, on peut comprendre que ça soit aussi des phénomènes qui permettent le consumérisme qu'évoquait Mazarine Pinjot. Moi, ce qui me gêne un tout petit peu dans l'idée que la médecine ou même la pratique de soi ou la psychiatrie apporte le bonheur, c'est que la conclusion, ou vise en tous les cas à permettre le bonheur, c'est que la conclusion, c'est que le malheur est une maladie. Et de ce point de vue-là, il me semble quand même qu'on est très régressif dans nos sociétés à considérer que la tristesse, puisque le malheur, évidemment, c'est un terme qui est déjà très lourd, la tristesse, le chagrin sont nécessairement des états qu'il faut combattre plutôt que d'essayer de les affronter lucidement et parfois de s'y installer. Si ça dure 50 ans, c'est chiant. Oui, bien sûr, si ça dure 50 ans, mais enfin, en général... Merci de le dire. En général, la tristesse dure un peu plus que le bonheur, et c'est peut-être aussi, ça relève peut-être aussi un peu de la condition humaine, ça. Si je peux me permettre, ça c'est un faux problème. Trouvez-moi un seul livre de psychologie où il est écrit clairement « la tristesse est un problème à combattre ». Il n'y en a pas. D'accord, mais j'essaie de plaquer un peu de logique sur votre propos. Et si vous dites c'est le bonheur que vise la santé ou que vise la médecine, pardon, j'en déduis que la tristesse est une pathologie. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle en philosophie, mais c'est un syllogisme erroné, cette déduction. Ça s'appelle un paralogisme. Ou un paralogisme, voilà. Non, mais que ce soit la thérapie ou la philosophie existentielle ou la spiritualité, je crois que ce qu'on cherche, c'est à faire reculer le malheur. C'est pas à instaurer un bonheur qui serait une injonction toute faite, c'est faire reculer le malheur autant qu'on peut. Le malheur n'est bon pour personne. La tristesse, elle fait partie de la vie. J'ai une amie qui est décédée il y a 6 mois, j'en ai pleuré pendant 3 mois. Voilà, c'est bien. C'est la vie, on est triste. Et en même temps, il ne faut pas s'installer et cultiver cette tristesse. Parce que là, on tombe dans le malheur. Il ne faut pas tomber dans la mélancolie, voilà. Nous sommes bien d'accord. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de mal à essayer de cultiver quelque chose qui nous permet de faire reculer le malheur et non pas d'éliminer la tristesse. Mais ce qui fait reculer le malheur aussi ne se situe pas seulement au niveau individuel. Ce qui fait reculer le malheur, c'est la prise en conscience des injustices du monde qui fait qu'on va le combattre tel qu'il est. Et c'est ça l'intérêt de la tristesse. Ce n'est pas la tristesse pour s'y installer. C'est la tristesse en tant qu'elle est, ou le chagrin, en tant qu'il nous met aussi en situation de voir qu'il y a du scandale dans l'univers, qu'il y a des choses, ou dans l'univers ou dans la société, qui méritent d'être combattues ou consolées, justement. Bien sûr, alors, la tristesse nous met en situation d'empathie, mais je dirais que la joie ou le bonheur nous met aussi en situation d'engagement. Moi, j'ai repéré que lorsqu'on se sent bien, lorsqu'on a de l'énergie, lorsqu'on est joyeux, on a envie d'aider les autres. Et on a une pêche, et je vois dans plein d'associations, je travaille dans un milieu associatif, je vois dans plein d'associations des gens qui ont de l'énergie à revendre, et ça fait du bien. S'il n'y avait que des dépressifs, je ne sais pas si le monde irait beaucoup mieux. C'est pas une prescription d'être dépressif, mais il y a beaucoup de bonheur égoïste quand même, beaucoup de bonheur. C'est vrai, mais pas que ça. Mais on aurait peut-être aussi quand même des belles œuvres d'art, parce que c'est aussi l'avantage de la dépression.
Hein. Mais grand tout à- créateur. moi, je vais vous dire, pas nécessairement, mais quand j'étais adolescent, mais c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Pas nécessairement. C'est un peu vrai. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent où j'ai eu une succession de malheurs amoureux, j'écrivais des poèmes d'amour magnifiques. Depuis que je vais plutôt bien en amour, j'écris plus de poèmes d'amour. Vous avez fait tester vos poèmes d'amour? Non, mais je les ai fait tester. Je dis ça en plaisantant.